Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. Le télétravail s'est généralisé durant la crise sanitaire. Si toutes les professions ne permettent pas de travailler de chez soi, le développement du travail à la maison a provoqué une petite révolution. Pour les employeurs d'un côté qui ont dû revoir leur méthode de management, pour les travailleurs d'un autre qui se sont adaptés tant bien que mal à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Mais le télétravail a des implications plus vastes sur les réseaux de transport moins fréquentés, l'immobilier de bureau, sur les travailleurs dont certains décident de s'installer plus loin des centres urbains. Le télétravail sera-t-il pérennisé après la crise et plus globalement, comment travaillerons-nous demain? Ce sera le thème de cette émission. Nous en parlerons tout de suite avec Charles-Henri Bessert-Desor et Fabrice Angéi, avant de retrouver dans la deuxième partie de cette émission le philosophe Xavier Pavie qui nous proposera des solutions pour mieux vivre grâce à la philosophie et à l'imagination. Bonjour à tous les deux, Fabrice Angéi et Charles-Henri Bessert-Desor, et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Charles-Henri Bessert-Desor, vous êtes président de l'association francophone de gestion des ressources humaines, un organisme fondé en 1989 et qui fédère 1 millier d'enseignants-chercheurs, et vous êtes professeur émérite de management à HEC Paris. J'apporte une petite correction. Je suis past président depuis 10 jours, puisqu'après, au bout de 4 ans de mandat, les statuts, j'ai donné la présidence à une collègue de Montpellier. Donc, d'accord, excusez-moi de ne pas avoir été tout à fait... Je suis coupable. Je suis coupable. Et vous, Fabrice Angéi, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT, la Confédération Générale du Travail, syndicat de salariés français fondé en 1895 et première confédération syndicale française en nombre d'adhérents. Aujourd'hui, c'est toujours vrai ? Oui, c'est toujours vrai. On peut ajouter donc organisation de salariés, mais pas seulement, et ça sera dans le thème du débat avec les travailleurs des plateformes. Oui, absolument. Alors, les différentes périodes de confinement imposées dans le monde durant la pandémie ont favorisé le développement du télétravail, qui est devenu temporairement une norme pour une grande partie des travailleurs, notamment ceux des bureaux, alors que le télétravail se négocie en principe en France entre l'employeur et le salarié. Globalement, quels enseignements peut-on tirer de cette situation inédite? Je vais commencer par vous, Fabrice Angéi. Oui, alors c'est vrai que la pandémie du Covid-19 a déployé, je dirais, à grande échelle le télétravail, mais d'une manière imposée. Déjà, de cet exercice grandeur nature sur les nouvelles organisations du travail. On en a vu, je dirais, pour les salariés, les attraits, mais aussi toutes les limites. Les limites, c'est l'intensification du travail, l'empiètement sur la vie privée, le fait de ne pas forcément avoir les moyens pour bien télétravailler, toutes ces questions qui sont posées en termes de santé. C'est beaucoup revenu dans les enquêtes qu'on a faites. La CGT a lancé une grande enquête, plus de 16 000 réponses auprès de salariés qui ont télétravaillé, où il y avait ce paradoxe, une aspiration, mais c'est l'aspiration à l'autonomie dans son travail, et toutes les limites que cela a entraîné sur sa vie privée, sa vie personnelle, avec du coup la nécessité de réguler. Charles-Henri Bessert-Desor. Alors, comme on vient de le dire, ce n'est pas une nouveauté le télétravail. Depuis qu'on a des outils nomades, nous pouvons télétravailler. Des outils nomades? Alors, des outils nomades, tous les smartphones, téléphones, ordinateurs portables. Ce qui permet de sortir du bureau. Voilà, il y a plus de 20 ans, j'avais une chaire sur le nomadisme à HEC et je m'intéressais aux questions de management et d'organisation. Et on a regardé, il y a près de 20 ans, la question du télétravail. Et comme on vient de l'entendre, il y a à la fois des effets très positifs du télétravail. Et c'est ce qu'on a découvert au cours de la pandémie, c'est-à-dire la capacité de s'organiser, par exemple, la capacité, évidemment, de ne pas aller sur son lieu de travail tous les jours, avec des effets positifs sur la planète, moins de circulation, mais également des effets totalement délétères, totalement, par exemple, un surinvestissement des travailleurs dans
sur leur lieu de travail hors travail, en quelque sorte, un mélange des temps personnels et des temps professionnels. Ça, on l'avait déjà noté. Et puis aussi, on le disait déjà dès 2006, une perte du lien social. Parce que, et ça, c'est le grand risque, un des grands risques du télétravail. Oui, oui. Alors, si on continue dans un petit bilan rapide, quelles sont les compétences nécessaires à avoir pour travailler à distance, Fabrice Angéi? C'est être équipé pour pouvoir le faire. Effectivement, donc pour un syndicat, il faut des bonnes conditions de travail. Donc c'est tout l'équipement en termes de bureautique, donc d'ergonomie, etc. C'est aussi la question des frais, donc la prise en charge des frais inhérents au télétravail. Puisque souvent le télétravail, c'est le local personnel, privé, qui devient le lieu de travail. Donc ça, comment on distingue bien les choses? Il y a une nécessité de distinguer, il me semble, y compris par ces aspects matériels, mais c'est aussi la formation des managers, la formation des télétravailleurs, parce qu'il y a un lien, effectivement, à maintenir, et c'est la raison pour laquelle, mais les enquêtes qu'on a faites le montrent également, c'est que les salariés sont pour le télétravail, mais pas pour un télétravail absolu. C'est-à-dire de 2 à 3 jours par semaine. Après, on les module dans le temps, dans le mois, etc. Mais la norme, c'est celle-là, de manière à garder un lien, avec un lien social, un lien avec l'entreprise, cette capacité aussi d'intelligence collective, hein, qui permet donc l'innovation et le progrès. Donc ça, c'est une volonté très forte des salariés de ne pas être totalement isolés, de rompre ce risque d'isolement. Donc ça, il faut éveiller. C'est pour ça que nous, on est pour un cadre qui permette le télétravail, donc un cadre adapté selon les entreprises, mais un cadre qui fixe donc des conditions et donc être à l'écoute avec un management bienveillant, donc être à l'écoute, donc attentif aux conditions de santé du salarié, ça c'est important et ça demande effectivement un autre management, ce qu'on appelle nous un management bienveillant. Et là, il y a des moyens pour le rendre effectif. Le management doit être bienveillant aujourd'hui? Alors, non seulement il doit être bienveillant, mais je le disais dans un interview des Échos il y a à peu près 1 an, il faut effectivement se fonder toute cette relation sur la confiance. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas imaginer de passer d'un management, on va dire, physique, en présence je veux dire, de ses collaborateurs, etc., où on peut quelque part surveiller, quoi, il faut quand même le dire. C'est aussi un management par la surveillance, à un management totalement éloigné, sans prise directe avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que la question de la confiance et de la bienveillance, et ça je suis complètement d'accord, parce qu'il faut prendre soin de ces travailleurs. On a vu énormément de situations de détresse psychologique qui sont liées à la solitude, et particulièrement chez les jeunes collaborateurs. J'avais écrit un papier en novembre l'année dernière, où au moment où la ministre du Travail s'insurgeait contre le fait que les entreprises ne faisaient pas assez de télétravail, et j'ai dit, mais c'est la revanche de la relation humaine. Les gens en ont assez de cette solitude. Donc là, les éléments que j'ai entendus sont tout à fait justes. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit souvent, c'est que la situation de télétravail, c'est la situation la plus inégalitaire de travail qu'on puisse imaginer. Comme on vient de le dire, il faut avoir suffisamment de place à la maison, il faut suffisamment avoir, vous voyez ce que je veux dire, il faut avoir des équipements, etc. Donc tout le monde s'est gaussé en disant c'est l'avenir du travail, mais quid de la réalité, hein? C'est pas la même chose de faire du télétravail au centre de Paris dans un 2 pièces avec trois jeunes enfants très braillards. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne crois pas au 100% de télétravail, sauf dans certains contextes. Et certaines start-up qui le font. Hein. J'en ai vu dans un congrès sur le télétravail à Lyon au mois de juin l'année dernière, cette année, pardon. Et nous avons à la table des gens qui travaillaient à 100%, mais ils le font depuis le début. C'est dans leur ADN. Là, on parle du télétravail forcé. Hein, ce n'est pas un télétravail choisi. Alors maintenant, il y a un choix. On peut imaginer que beaucoup de métiers peuvent être télétravailler au moins partiellement, je veux dire, après, c'est à l'entreprise à trouver le bon équilibre. Alors, il y a un aspect aussi qu'on peut aborder en parlant du télétravail, c'est la demande de plus en plus forte, il me semble, de la part des travailleurs français pour plus d'horizontalité dans les rapports dans l'entreprise, un rapport qui serait davantage basé sur la collaboration que sur la subordination. Comment voyez-vous l'évolution de la relation entre les managers et les employés en France? Je peux répondre très rapidement, et puis après je vous laisse. C'est ce qui s'est passé au début de la pandémie, c'est quand même des trucs incroyables. C'est des équipes toutes seules sur le terrain
sans manager. Le manager avait quasiment disparu parce qu'il n'y avait plus de lien, et qui ont fait des choses formidables. Et on a découvert quelque chose qui est un mot un peu compliqué, qui est la force de la subsidiarité. Et la subsidiarité, c'est de laisser prendre les décisions au bon niveau. Et moi, j'ai trouvé formidable toutes ces expériences. C'est la preuve que travailler à distance, c'est potentiellement, effectivement, comme vous le dites, un aplatissement possible on va dire, de la hiérarchie. Mais là, on refait appel à la confiance. Voilà, c'est pour ça que je mets le moteur de la confiance. Et donc, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'intuitivement, on pourrait penser que le modèle de l'entreprise très, très hiérarchique, très top-down, est en train d'être mis en cause, et notamment par les jeunes générations. Les jeunes générations ne peuvent plus tolérer, quel que soit d'ailleurs le métier du jeune, ils ne peuvent plus tolérer un command and control très traditionnel. Et les technologies le permettent. Et, vous savez, ils parlent beaucoup sur les réseaux. Je veux dire, ils commentent le comportement de leur boss. Et ils ne sont pas tendres. Donc, en fait, c'est aussi une corde de rappel, on va dire. Vous êtes d'accord avec ça ? Plus ou moins, ce qui me paraît paradoxal. Enfin, sur l'aspiration à l'autonomie, c'est manifeste. Après, il y a des dangers à ce qu'on pourrait appeler une horizontalité absolue. Ouais. Où on n'a plus donc de repères, de cadres, d'aide et de soutien. Et moi, je crois que ce qu'a mis en avant cette pandémie, c'est aussi la capacité des managers, on les appelait comme ça, des cadres de proximité, surtout le rôle primordial qu'ils ont, et la capacité justement à être sortis, j'allais dire un petit peu de cet âge de contrôle, de reporting, oui, etc., pour être vraiment en soutien, en aide, en appui aux équipes. Parce qu'il y a quand même cette nécessité de l'équipe, du lien et de quelqu'un qui puisse la aider, être une référence sur certaines situations. On ne croit pas à la liberté absolue du travailleur dans un système organisé. Alors, c'est un concept dans l'air du temps. Le coworking est en plein boom. Pour en savoir plus sur ces lieux de travail partagés, direction l'un de ces espaces qui a ouvert ses portes il y a quelques mois en région parisienne. À quelques minutes du quartier d'affaires parisien de la Défense, Now Connect se présente comme un cocon chaleureux, façonné sur mesure pour les travailleurs d'aujourd'hui. Un espace de 1400 m², ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui se décline en formats variés pour convenir à différentes configurations. Avec un maître mot, la flexibilité. Dans nos espaces, on a donc 50% d'espaces partagés, 50% d'espaces qui sont des bureaux privatifs. Donc ici, par exemple, ce grand espace qu'on appelle le lounge, qui comporte plusieurs ambiances de travail, work bar, canapé, est ouvert à tous nos coworkers, qu'ils soient nomades, donc sans poste dédié, ou qu'ils aient un bureau privatif et envie de travailler dans un cadre différent. Start-upers, travailleurs indépendants, salariés de grosses ou petites entreprises, une ambiance studieuse, une connexion Internet ultra performante, sans oublier des espaces de convivialité. De quoi séduire les télétravailleurs, souvent esselés dans leur bureau à la maison. Avec le télétravail, je me suis sentie assez isolée. Et donc, j'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir aussi une vie... En fait, ce qui est génial ici, c'est qu'on peut avoir une vie de bureau tout en étant indépendant. Un autre atout, le partage de savoir-faire entre coworkers. Moi, je suis coach en parentalité. Donc moi, ma valeur ajoutée, c'est d'accompagner les parents à mieux connaître leurs enfants et surtout à mieux se connaître. Mais il y a une partie communication, marketing, où j'ai peut-être moins de savoir-faire. Et dans cet espace de coworking, en fait, il y a des personnes qui ont ce savoir-faire et qui peuvent m'aider. Boosté par le développement du télétravail depuis la pandémie, l'idée partait d'un constat plus ancien, le besoin pour les grandes organisations de s'excuber, c'est-à-dire d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et favoriser la collaboration et le partage d'expériences. Ce qu'on a pu observer, c'était un besoin croissant de flexibilité pour les entreprises. Le fait est que le monde du travail évolue. On a des projets aujourd'hui qui se construisent au sein de l'entreprise qui amènent de nouvelles attitudes d'entrepreneuriat, de management, d'organisation. Et il fallait du coup développer ce type de lieu pour avoir cette émulation. L'entreprise voit grand. Un nouvel espace verra le jour en janvier prochain et 75 ouvertures sont prévues d'ici 5 ans. On estime qu'aujourd'hui, cette part d'espace flexible va
amener justement le monde de l'immobilier à se développer sur près de 30% en fait des ensembles immobiliers ou de bureaux. Donc ça va nous amener, sur un développement qui sera national et européen, de façon à amener sur l'ensemble du territoire, les agglomérations françaises, la région parisienne, ces espaces, et amener en fait une capacité pour nos occupants, pour nos coworkers et nos adhérents de pouvoir aller travailler dans l'ensemble de nos sites. Frappés de plein fouet par la pandémie, les espaces de coworking pourraient bien tirer leur épingle du jeu de l'après-confinement pour devenir le meilleur allié de la petite révolution qui secoue le monde du travail 2.0. Alors, open space, télétravail, coworking, Fab Labs, la déclinaison des nouveaux lieux de travail en disent long sur l'évolution de notre société. Mais comment l'esprit d'entreprise subsiste-t-il dans ces conditions ? Et le syndicalisme éventuellement, Fabrice Angélique. Oui, donc moi je vais mettre ça, je vais le résumer sous le vocable de tiers-lieux, puisqu'on peut, sur du coworking, etc., on parle des tiers-lieux, on va le franciser. Donc ces tiers-lieux, mais ça a été dit, je trouve que le reportage était intéressant, parce que ça peut permettre de gommer certaines inégalités. Et notamment l'égalité donc femmes-hommes, elle s'est renforcée durant la pandémie, elle s'est accrue, elle s'est développée, puisque les femmes ont dû gérer la société étant ce qu'elle est, étant les tâches ménagères, les tâches domestiques, les gardes d'enfants, etc., avec le travail. Et donc d'avoir ces tiers-lieux où il y a une connexion Internet à haut débit, à très haut débit, donc où on peut travailler correctement. Le fait d'être bien équipé, de voir du monde autour, c'est quelque chose qui, entre guillemets, attire. Jusqu'à un certain point, parce que là aussi on a des retours d'expérience qui en montrent forcément les limites. Donc ça peut offrir des garanties pour bien travailler, mais ça a des limites, effectivement, qui est le lien avec l'entreprise. Ce lien avec l'entreprise, avec l'équipe de travail direct, c'est vraiment quelque chose donc d'important. Et puis, on disait le syndicalisme, il s'adapte. Hein. C'est à nous de nous adapter aux salariés et pas l'inverse, mais c'est aussi l'utilisation de moyens numériques, de moyens digitaux. Il y a des moyens donc de s'adapter du moment à ce qu'on en ait la possibilité. Et je le disais, les travailleurs, parce que jusqu'au bout du bout, ce type de travail, ça peut conduire à la fin du contrat de travail, à un travail sur plateforme, et donc ça peut être la fin du contrat du travail, ce développement des plateformes, puisqu'on n'a plus d'utilité d'avoir des salariés directs, hein, on va contribuer par des tâches. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, sur ce besoin de collectif, il y a des besoins de protection et de garantie. Et donc ça, le syndicalisme, c'est bien un rempart pour offrir des protections et des garanties à ces travailleurs-là, c'est pour ça que nous on passe au travail, à ces travailleurs-là, quels que soient les modes de travail et les statuts. Et donc, non, pour nous, ça n'efface pas le syndicalisme. Alors finalement, avec cette révolution à laquelle on assiste aujourd'hui dans le monde du travail, le droit va devoir s'adapter. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on va finalement aboutir à une société dans laquelle chacun travaillera pour soi en étant son propre patron ? Le risque, c'est ce que vous avez dit, c'est l'éclatement des travailleurs. Et donc je ne crois pas, pour reprendre votre question initiale, à la généralisation on peut dire des travailleurs totalement libres. Je pense qu'il y a toute une partie de la population qui recherche cette autonomie, cette liberté. Et d'ailleurs, c'est une vraie question pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans les entreprises, on parle d'une notion de gestion des talents. Voilà, qu'est-ce que c'est, ou le talent management. Or, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de talents, des gens qui ne sont pas dans l'entreprise, justement, qui ne sont pas des salariés, qui sont en freelance. Et pourtant, on en a besoin. Des gens qui vont travailler 2-3 ans avec vous sur des projets très, très peut-être stratégiques, mais ce ne sont pas vos salariés. Et donc là, oui, on a l'émergence d'une population qui peut être nomade dans sa carrière. On parle de carrière nomade, ça a été une expression utilisée dans les recherches sur les carrières depuis une bonne vingtaine d'années aussi. Et ce qu'on a, c'est le droit va certainement être obligé de s'adapter à ces situations, puisque c'est là l'enjeu. Mais je suis convaincu, et Fabrice le dit très bien, c'est que ça doit être encadré, que tout cet éclatement de l'entreprise, parce que là on parle d'une forme d'éclatement de l'entreprise, doit être encadré, que même les gens qui sont dans des situations d'autonomie quasi complète recherchent de plus en plus de la sécurité. Et il y a un dernier point, le collectif
le grand risque, effectivement, de ces espaces, je veux dire, ces tiers-lieux, comme vous le dites, c'est effectivement l'éclatement de l'entreprise. Donc, il va falloir retrouver des moments de réunion de toutes ces personnes qui sont dans les bureaux, on va dire traditionnels, pour reprendre, qui sont vraiment en télétravail chez eux, et ceux qui sont dans les espaces de coworking. Il y avait une question sur l'évolution du droit, en 10 secondes, parce que voilà, les freelances ne sont pas tous à égalité non plus, on parle de quelque chose de commun, or il y a des situations très variées. Deuxièmement, nous, ce qu'on dit, c'est que sur l'adaptation du droit, c'est qu'il faut changer la notion de salariat. Ce sont des travailleurs qui n'ont pas la pleine maîtrise de leur travail, et donc quelqu'un d'autre tire profit de ce travail-là. Et donc du coup, c'est offrir à ce travailleur-là la protection de la sécurité sociale et du code du travail. Vous voyez, c'est pas détruire, déconstruire les protections, mais les étendre. Alors, on va accueillir maintenant le troisième invité de cette émission, Xavier Pavie, qui va nous rejoindre pour poursuivre la discussion et nous parler de philosophie. Bonjour Xavier Pavie. Bonjour. Et merci de nous retrouver dans cette émission. Vous êtes professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination et chercheur à l'université Paris-Nanterre, et également auteur d'une dizaine d'ouvrages, plus particulièrement sur la philosophie des exercices spirituels, notamment le choix d'exister aux belles lettres ou encore l'innovation à l'épreuve de la philosophie au PUF. Alors, votre parcours est assez singulier puisque vous êtes à la fois un philosophe et vous avez étudié la gestion. Comment vous faites le lien dans des disciplines a priori assez éloignées ? Oui, la philosophie s'est toujours intéressée à l'homme, et la question de la gestion, la question de l'économie est une question évidemment quotidienne. On oublie souvent parfois que de grands philosophes, les anciens, ça peut être des gens comme Épictète, comme Sénèque, comme Cicéron, etc., étaient des gens du quotidien. Cicéron et Sénèque par exemple, avaient hérité de son père, il faisait de la gestion de fortune, et ils avaient évidemment une activité quotidienne près de l'économie de manière extrêmement claire. Nous avons probablement trop, en tant que philosophes, été écartés des questions de la gestion, des questions de l'économie, mais à l'évidence, il y a un lien très fort, et je dirais même plus qu'il y a peut-être un devoir philosophique, je ne parlerai pas encore de devoir moral, mais un devoir philosophique d'aller se confronter justement à ce qui est du quotidien. L'économie, l'innovation, la gestion, c'est du quotidien. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages dans lesquels vous vous référez aux écoles philosophiques antiques et vous rendez compte d'un aspect de la philosophie qui est bien concret, celui de la pratique philosophique à côté de la théorie. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? La philosophie est avant tout une question comment je dois me comporter, et également un mode de vie. Cette question de comment je dois me comporter et le mode de vie appelle la difficulté que nous avons à vivre, pour plein de raisons. Nous sommes soumis à des passions, nous cherchons, que ce soit la gloire, le pouvoir, la fortune, ou des peurs, la mort, la maladie, etc. Comment se comporter face à ces enjeux, ces questionnements ? Et donc la philosophie a des réponses pratiques, de manière très concrète. Comment se comporter ? C'est ce que l'on va appeler des exercices spirituels, vous l'avez dit en introduction, c'est la capacité des individus à essayer de travailler sur eux-mêmes, en fonction de ce que leur ont dit, par exemple, leurs grands maîtres. J'ai cité Sénèque, j'ai cité Épictète, on pourrait citer Marc Aurèle, on pourrait citer les cyniques, on pourrait citer des épicuriens, par exemple, qui vont en effet apporter une forme de théorie, en disant voilà comment il s'agirait de se comporter. À ce titre-là, ils vont nous donner une sorte de clé, on va dire une boîte à outils. Certains philosophes appelaient ça même le poignard, parce qu'il fallait toujours avoir ces phrases, ces sentences, cette spiritualité avec nous. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les questions religieuses. La spiritualité ici, c'est une question de travail sur soi, travail sur son âme, travailler sur son esprit pour savoir comment réussir à se comporter. Eh bien, il y avait des phrases, par exemple, que je peux vous donner de manière très concrète. Il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui n'en dépendent pas, par exemple. De manière très concrète, encore une fois, si on veut apporter le sujet du travail, si je n'ai pas une promotion et j'ai tout fait pour pouvoir l'obtenir, ça dépendait de moi d'essayer de l'obtenir, ça ne dépend pas de moi de ne pas l'avoir. Et donc, à ce titre-là, j'ai une forme de détachement qui permet de me dire je ne vais pas mal vivre pour autant. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une question pratique très forte, et il est important toujours de préciser que la philosophie, depuis l'Antiquité, a une recherche avant tout pratique. Il s'avère qu'on ne peut pas simplement pratiquer sans apprentissage, sans théorie, et c'est pour ça qu'on le dit de manière un peu technique, il y a à la fois la théoria et la praxis. Voilà. Je vais essayer de me tourner vers nos invités de la première partie de l'émission pour les faire réagir. Est-ce que ça vous parle, Fabrice Angéi, cette philosophie
adaptée à la vie quotidienne. Oui, la philosophie, ça parle toujours. Après, donc, c'est la question de la responsabilité de l'individu. Donc nous, on est plus sur la question collective, hein, la question des grands ensembles, donc des grands équilibres. Après, voilà, pour nous, la limite, c'est qu'on est dans des systèmes où tout ne dépend pas de soi. Alors, vous vous questionnez dans un autre ouvrage, la notion d'innovation, qui est un terme assez en vogue aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais vous tempérez cette notion en l'associant avec celle de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, a priori, une contradiction entre ces deux termes? La notion d'innovation existe quasiment de tout temps. On a fini par la nommer à peu près au Moyen-Âge, et puis complètement définie en 1911 avec la théorie du développement économique par Joseph Schumpeter, 1911. Nous ne cessons d'innover de cette manière-là, 1911 jusqu'à aujourd'hui, à peu près 110 ans, où nous ne faisons que ça. D'accord ? Les conséquences sont dramatiques. Tout est innovation. Cet écran devant moi, votre micro, la paire de lunettes, ce bureau, le télétravail. L'ensemble est de l'innovation. Nous minimisons le fait que nous sommes entourés en permanence d'innovation. La difficulté est que cette innovation-là a été tournée avec Schumpeter que vers le profit. Les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont de 3 ordres. 1, environnemental, on en parle tous les jours, tout le monde en parle en permanence, on le sait. Des gaz à effet de serre jusqu'aux pluies acides, c'est lié à l'innovation. La question politique, lorsque vous avez des caméras à reconnaissance faciale par exemple, c'est une question fondamentale liée à l'innovation et c'est une question politique. La 3e dimension, c'est la question humaine. Les cyborgs, le transhumanisme, c'est une question d'innovation et c'est une question, cette fois-ci, de l'humain. Autrement dit, nous avons été à la fois, et nous sommes à la fois dépassés et écrasés par l'innovation. Par un système capitaliste complet, c'est-à-dire un capitalisme exacerbé, qui va chercher simplement l'innovation pour le profit, et qui va totalement ôter les 3 dimensions que je viens de nommer, et dont le seul responsable est l'innovation. Nous n'avons pas le choix, si je reprends Jonas par exemple avec son principe de responsabilité, que si nous voulons continuer à avoir une vie authentiquement humaine, nous avons besoin d'injecter de la responsabilité. À ce titre-là, la responsabilité, c'est rendre compte de ses actes. Rendre compte de ses actes, ça nécessite un certain niveau de maturité. Je vais réussir à pouvoir innover et être responsable de mes actes si et seulement si je sais ce que je fais. Donc nous n'avons pas le choix que d'associer les deux, innovation et responsabilité. Charles-Henri Besser-Desor, est-ce que vous voulez réagir à propos de... Évidemment, alors là, je bois du petit lait, parce que je connais très bien les travaux de Schumpeter, mais tu as absolument raison. Ce qui est frappant, c'est de voir, par exemple, en 2019, il y a 2 ans, juste avant la pandémie, des patrons américains déclaraient que l'entreprise n'est pas faite uniquement pour satisfaire le profit, quoi, les actionnaires en quelque sorte, mais également d'autres parties prenantes. C'est une première brèche, je trouve, à ce que proposait Schumpeter. Mais on voit aujourd'hui questionner je dirais fondamentalement l'innovation avec l'IA. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va réellement nous amener comme monde de demain? Je ne parle même pas des emplois, et là ça vous concerne directement, mais c'est la nature même du travail. Et donc on a des innovations qui sont le digital pour moi. Depuis qu'on parle de révolution digitale, on en parle systématiquement dans une logique très très positive. Et là, on commence à voir apparaître des discours sur la consommation énergétique de tous ces énormes data centers, sur l'impact, alors on l'a parlé sur le télétravail, la santé humaine, etc. Mais j'étais très choqué de voir tout ce discours ultra positiviste, très schumpeterien, puisque de cette révolution digitale. Personne n'a vraiment écrit sur la dimension noire du digital. C'est quand même, il faudrait faire vraiment. Mais on commence à s'apercevoir de ces conséquences. De plus en plus. Et d'ailleurs, la pandémie nous a un peu aidés sur ces aspects. Effectivement. Et alors, pour finir, justement, dans ce monde où les risques sont nombreux et où on fait face à une crise environnementale très inquiétante, et un essor aussi de l'individualisme, on en a parlé. Vous considérez que l'imagination peut nous aider à surmonter toutes ces difficultés? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, on revient un peu sur... ça fait une très bonne transition avec ce que vous venez de dire à propos de l'individualisme. Il ne faut jamais confondre l'individualisme et l'égoïsme. L'individualisme est fondamental si un individu veut se développer, par son éducation, par la société, par son environnement. Ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme va aller chercher ses propres intérêts. Sans individualisme, vous n'existerez pas. La somme des individus fabrique la société. En tant qu'individu, comment je vais réussir à me développer, si ce n'est pas avec l'imagination? Cette question-là est fondamentale. Vous n'avez
aucun progrès qui n'a existé sans une forme d'utopie ni d'imagination. Seule l'utopie va nous permettre justement de nous porter vers quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on peut imaginer, que l'on peut travailler. Sans cela, vous faites quoi? Vous regardez votre quotidien et vous devenez finalement une sorte d'espèce moribonde qui ne va jamais vers un avant. Pas de progrès sans utopie, pas de progrès sans imagination. L'imagination, c'est la capacité de s'ouvrir, d'étendre son cadre. On ne sort jamais véritablement de son cadre, mais par contre, on peut l'étendre pour justement essayer d'aller chercher d'autres formes d'utopie. Cette dimension-là est fondamentale. Oscar Wilde disait on ne peut pas regarder une carte s'il n'y a pas le territoire utopie qui s'y trouve. C'est exactement pareil pour notre cerveau, c'est exactement la même chose pour notre vie quotidienne. Si dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas d'une certaine manière une carte où nous avons l'imagination, alors qui sommes-nous ? Bien, merci de nous avoir parlé d'imagination et d'utopie. J'espère que ça nous aidera pour la suite. Merci Xavier Pavie, merci à vous, Charles-Henri Besser-Desor et Fabrice Angéi d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis merci à vous aussi de nous suivre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.